Le foot sarregueminois est sous les feux des projecteurs suite à la victoire historique contre le Stade de Reims en Coupe de France. La quadruple stratégie du SFC, c'est sans doute le secret de la réussite. Janer Metin, vous nous parlerez plus spécifiquement de la stratégie de jeu sur le terrain. Dan Lambert, directeur sportif du SFC, vous nous expliquerez la stratégie de recrutement des joueurs en amont. Raoul Feuerstein, à 8 jours du match contre Niort, la com est particulièrement importante. Vous nous dévoilerez votre stratégie de communication. Enfin, concernant la stratégie générale du club, Christophe Marie nous dira tout, ou presque, n'est-ce pas? Bonjour en tout cas à tous les quatre et merci beaucoup d'avoir pu vous libérer pour participer à cette émission. Atteindre les 16e de finale de la Coupe de France, c'est avant tout le fruit du travail des joueurs et de l'entraîneur. Quelle est la stratégie sur le terrain? La stratégie, en fait, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours à l'entraînement déjà. Après, il n'y a pas grand-chose de particulier, sauf sur les équipes justement professionnelles. L'entraîneur il donne toutes les spécifiques de chaque équipe en fait, toutes leurs caractéristiques de chaque joueur individuel et tout ça. Et en fonction de ça, nous sur le terrain on bosse aussi le placement par rapport à l'autre équipe et en gros c'est ça quoi. Il n'y a pas vraiment de grandes choses spécifiques à part les caractéristiques de chaque joueur, quoi. Donc un vrai boulot aussi de la part du coach. On en reparlera au fur et à mesure de cette émission. Dan Lambert, pour que ces joueurs puissent gagner sur le terrain, il a d'abord fallu les recruter. Quels sont vos critères pour les choisir? Ce serait difficile à résumer en quelques mots, parce que le critère d'un joueur pour le recrutement, les profils sont nombreux. Déjà, avant tout, il faut se dire que Sarreguemines Football Club, on n'est pas un club fortuné. À partir du moment où on n'a pas beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'idées. Il faut consacrer beaucoup de temps à ça et la période de transfert est courte. Donc pendant cette période-là, il faut faire les bons choix, il faut les faire rapidement. Donc la première chose pour nous qui est importante, c'est la traçabilité de ces joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on appelle exotiques qui se proposent à nous, qui sont des joueurs qui ont un palmarès mais qui se situent à l'étranger, qui nous compliquent énormément la tâche pour pouvoir savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs performances. On évite ce genre de profil. Par contre, on a des gens comme Janer Metin par exemple, qui sont des gens qu'on a suivis depuis quelques années d'ailleurs et qu'on a souhaité recruter, avec lesquels on prend contact. Alors les profils évidemment, c'est qu'il faut déjà voir les besoins. Il faut savoir qu'un club, il y a des joueurs qui ont donné satisfaction, d'autres qui en ont moins donné évidemment. Donc le recrutement va se porter essentiellement d'abord sur des secteurs de jeu sur lesquels on pense être défaillants, sur lesquels on pense être un peu à la peine. Et on va choisir les joueurs en fonction de ces profils-là. Après, évidemment, on aimerait pouvoir avoir des grands noms. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est impossible. D'abord, on ne peut pas faire vivre quelqu'un du football. Nos joueurs occupent des fonctions autres que celles du football. Ils ont des métiers. Je crois qu'il y a eu un reportage très sympa sur notre leader qui est Hassan Mbarki, où il y a un reportage qui a été fait chez lui à la Société Continentale. Et on s'aperçoit que faire la CFA2, qui est le niveau auquel on évolue habituellement, en dehors de la Coupe de France, parce que la Coupe de France c'est pour nous une cerise sur le gâteau, mais il y a un championnat avec lequel il y a des échéances importantes et souvent ils sortent de postes de nuit, postes de midi. Hassan Mbarki est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Et ces joueurs-là ne vivent pas que du football, donc c'est un complément pour eux. Et donc pour nous, c'est important d'avoir des gens qui soient bien dans leur tête, qui soient d'abord très motivés, parce que pouvoir évoluer à un niveau comme celui-là en occupant une profession à côté, c'est pas facile. Alors on recrute bien sûr en fonction des besoins. Après, il faut aussi réussir à convaincre le joueur de venir à Sarreguemines plutôt que d'aller ailleurs. Est-ce que d'avoir comme ça un superbe parcours en Coupe de France, est-ce que c'est un argument pour les faire venir ?
c'est inévitablement un argument parce que Sarreguemines commence à faire parler de lui à travers ses performances. C'est comme la 3e saison consécutive qu'on a un parcours exemplaire comme celui-là. Il faut le rappeler qu'il y a 2 saisons, on a eu ce parcours avec la qualification en Guadeloupe qui a fait énormément parler de nous. L'année dernière, avec déjà ces éliminations de Ligue 2 qui étaient Dijon et qui étaient Valenciennes. Cette année encore. Donc évidemment, ça fait parler de nous. Maintenant, est-ce que ça suffit pour un recrutement? Disons qu'on s'est essentiellement appuyé sur les joueurs qui sont les nôtres. C'est encore délicat de faire venir des pointures. On a quand même essayé de faire venir des gens qui ont un palmarès à un niveau supérieur. Le problème, c'est que dans le football, un garçon qui a le niveau DH, il veut jouer en CFA2, et un garçon qui a le niveau CFA2 veut jouer en CFA. Donc le souci, c'est que convaincre un joueur qui a le niveau CFA, lui, il convoite une nationale. Donc le faire venir à Sarreguemines, c'est pas gagné. Après, on essaye de défendre nos arguments et pour certains, ils y sont quand même réceptifs. On a un bel exemple avec Janer Metin qui a été sensible à nos arguments parce qu'on était probablement de loin pas les plus généreux avec lui. Mais je crois qu'on a essayé de le convaincre à travers des arguments qui étaient l'aventure qu'on est en train de vivre, aussi l'organisation qui est la nôtre et à travers un tas de services tout au long de l'année qui permettent de mettre ces gens-là à l'aise. Christophe Marie, cette victoire, les victoires de manière générale, elles se gagnent bien sûr sur le terrain, mais finalement c'est aussi une bataille du club tout entier. Bien sûr, je voulais juste rebondir sur ce que disait Dan. Quand on va à chaque tirage, Jean-Pierre Papin l'appelle Sarreguemines maintenant, pour vous dire la renommée qui est la nôtre partout en France. Oui. Oui, c'est un travail, outre les 11 qui rentrent sur le terrain, il y a tout un travail derrière d'une centaine de bénévoles, ceux du club, ceux de la ville. Et par exemple, contre le stade de Reims, le terrain a été gelé, les bâches, 11 bâches ont recouvert le terrain, ont été prêtées par la Fédération française de football, la chaufferie pareil. Et c'est aussi tous les services de la ville qui ont veillé jour et nuit pour mettre du fuel dans les turbines. Donc c'est une énorme organisation. C'est le terrain, c'est les coulisses, c'est les bénévoles, c'est la billetterie qui est un vrai casse-tête, c'est la communication qui l'est aussi, le trésorier qui s'arrache les cheveux. La partie immergée de l'iceberg est énorme et ça reflète à peu près ce que vous voyez, ce qui sort de l'eau. Vous ne voyez pas les 80% qui sont sous l'eau. Mais c'est une très très grande équipe. Alors vous abordiez justement le thème de la communication, on va en parler. Dans 8 jours, le SFC disputera les 16e de finale de la Coupe de France, comme l'an dernier je dirais, sauf que cette fois c'est le SFC qui gagne, on est bien d'accord. Ça sera à domicile cette fois-ci. Alors côté communication, organisation, qu'est-ce que ça change ? Ça met une pression supplémentaire, d'une part le fait qu'on joue en semaine. Déjà, ça c'est quand même le vrai côté sombre de ce match-là, c'est de réussir à mobiliser des personnes, sachant qu'on joue en semaine, à un horaire compliqué pour les personnes qui travaillent à 18h. Donc ça met une pression complémentaire. Difficile de mobiliser, pardon, mais côté bénévole ou les deux. Côté les deux. On a pu voir supporter. très rapidement quand on a annoncé la date officielle de la rencontre que beaucoup souhaitaient venir au stade, mais que ça ne collait pas forcément avec les horaires de travail. Côté bénévole, faut-il encore pouvoir se libérer et prendre congé? On est certains au niveau du comité ou d'autres à avoir pu prendre congé parce que nos professions le permettent ou parce que l'agenda le permettait, mais jouer à 18h un mardi soir, c'est être au bas mot au plus tard à midi au stade. Donc il y a quand même pas mal de complexité par rapport à ça. Donc l'enjeu de la communication, très clairement, jusqu'au jour du match, ça va être de mobiliser je ne vais pas dire les spectateurs, mais les supporters pour remplir un maximum le stade. Donc ça, c'est clairement le point d'interrogation, c'est combien de supporters on aura le jour du stade. Après, ça reste un plaisir parce que ce que les joueurs nous procurent sur le terrain, ça mérite qu'on s'y investisse et qu'on passe du temps un petit peu dessus. Donc pour répondre à votre question, en termes de stratégie de communication, l'année dernière, on avait fait un défi vitrine. Je me rappelle même que Mosaïque avait fait quelques reportages dessus. Donc là, en collaboration avec la ville de Sarreguemines, qui, comme l'année dernière, va mettre des affiches de 2 mètres carrés dans les abribus, etc. Ils vont imprimer également ces mêmes affiches-là qu'ils vont distribuer dans les commerces.
pour que les commerçants apportent leur soutien aux joueurs du Sarreguemines Football Club. On a lancé un défi vitrine sur Facebook, donc il faut que ça prenne aussi un petit peu, donc ça prend tout doucement. Et l'objectif, c'est que la ville soit en bleu et blanc et qu'on puisse créer un vrai engouement pour que les bénévoles qui se donnent de la peine et qu'on voit pas forcément et qui sont pas forcément suffisamment mis en valeur puissent aussi se rendre compte qu'il y a toute une ville, voire même une région qui est mobilisée derrière le club. Voire au-delà, parce qu'on l'a vu aussi déjà sur Facebook, il y a énormément de gens qui ont changé leur photo de profil et qui ont mis le logo du SFC. Effectivement, ça c'est une communication qui a été complètement indépendante du club, c'est-à-dire que ce sont des supporters qui ont décidé de faire ça. En l'occurrence, c'est parti de Frédéric et de Séverine, ils se reconnaîtront. Et ça apprend petit à petit, on voit des messages de soutien de Belgique, du Pérou, de Tahiti, d'Angleterre, d'Allemagne. Donc voilà, on voit qu'il y a un effet sympathique, en tout cas le club de Sarreguemines devient sympathique aux yeux des gens et c'est pour moi, en termes de communication, le plus important. Voilà. C'est bien et ça fait chaud au cœur. Et puis, à propos de chaud, il risque de ne pas faire très chaud. Et vous avez lancé une nouvelle écharpe. La fameuse écharpe édition en 2017, effectivement. Ouais. Contre Valenciennes, on avait décidé de faire une écharpe à l'effigie du match de Coupe de France. On en avait édité 200 de mémoire. Les résultats en termes de vente n'ont pas été très bons. On voulait éviter le fait d'avoir de nouveau un stock trop important, puisqu'en plus il y avait un minimum de commandes de 300 écharpes. Donc on s'est posé la question en termes de communication entre les membres du comité. On s'est dit il faut renouveler une écharpe. C'est peut-être maintenant qu'il faut la changer, parce que ça fait 2 ans qu'on est sur le même modèle. Donc on a proposé une nouvelle écharpe qui sera en vente ce vendredi. On les reçoit vendredi, donc ce samedi, pardon, et forcément le jour du match. Voilà, donc vendu au prix de 10 € comme l'ancienne, avec quelques innovations. Ça sera la première occasion de les traîner. Exactement. Pour assister au match, on fait comment pour décrocher un précieux sésame pour avoir une place en tribune? Ça va être galère, hein? On croise les doigts. Ouais, très honnêtement, on croise les doigts. Pour la petite histoire, plus vous montez dans les tours de Coupe de France, plus le club est soumis à des contraintes imposées par la Fédération française de football et ses sponsors. Donc aujourd'hui, on a quasiment plus de 40% de la tribune qui est réservée à ces sponsors-ci. Donc le nombre de billets en vente dans la tribune diminue considérablement. Donc ça faisait 2 ans qu'on faisait un système de réservation par mail. Pour ce match-ci, on a décidé de ne pas le faire puisque les quantités de billets à vente étaient trop peu nombreux. Donc l'information à retenir, c'est que les billets seront en vente à partir de ce jeudi midi à l'espace MacPress au Cora Sarreguemines et au magasin À vos marques rue de l'Église à Sarreguemines également, qui laissera ouvert ses portes exceptionnellement pour la vente des billets, sachant que, et ça nous tient à cœur, puisque le match de championnat, on est quand même moins nombreux, donc il faut dire merci aux abonnés, et les abonnés ont tous reçu un mail les invitant à prendre contact avec nous, soit par mail, soit par téléphone, pour réserver leurs billets, donc priorité étant donnée aux abonnés. Par contre, le nombre de places tribunes sera limité malheureusement à 2 places par personne. Voilà. Pour les pourtours, par contre, ça ne change pas, on peut y aller. Janer, sur le terrain, ça va se passer comment? Parce que cette fois-ci, l'adversaire, c'est le Chamois Niortais FC. Cette équipe, l'an dernier, Sarre-Union l'a battue justement en 16e de finale de la Coupe de France. L'ancien entraîneur de Sarre-Union, il est aujourd'hui au SFC. Alors, est-ce qu'il vous a dévoilé sa recette pour battre Niort? Sa recette, non, mais comme d'habitude, il va nous faire le plan sur les joueurs, sur l'équipe. Il va nous donner leurs qualités, leurs défauts, ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faudra pas faire, rester solide face à une équipe, de Ligue 2 justement, et il faudra rester sérieux pour encore une fois créer l'exploit, quoi. Oui, parce sinon, que c'est pas que le physique et la connaissance des éventuels points faibles de l'adversaire, c'est aussi le mental, tenir malgré la pression. Oui, tout à fait. Ça joue beaucoup la pression, c'est difficile. Est-ce que vous la ressentez en tant que joueur?
La pression, on la ressent seulement à partir du coup de sifflet de l'arbitre, au moment où le match est engagé. Mais sinon, avant on n'a pas vraiment le temps d'y penser, vu qu'on a tous un travail à côté. Et que pour nous, c'est sûr, c'est un match à part, c'est un match exceptionnel, mais on n'a pas vraiment le temps d'y penser, quoi, malgré l'euphorie qu'il y a autour de tout ce match. Dan, Christophe, est-ce que vous, Eric, qui était donc à sa réunion l'an dernier, est-ce qu'il vous a dévoilé un petit peu des choses? Est-ce que vous savez ce qu'il y a intérêt à faire pour battre Niort? Ça restera du domaine d'Eric et de Sébastien et de ses coachs. On a quelques amitiés avec des clubs que Niort a éliminés au tour d'avant, et donc Sébastien et son staff connaissent, parce que dans le football de ce niveau-là, ils se connaissent à peu près tous, et ils vont prendre des renseignements chez les adversaires que Niort a battus. Après, pour revenir sur Eric, je pense qu'il a aussi une très bonne approche et une très bonne analyse du match de l'année dernière. Et il va faire part de toutes ses idées à Sébastien, il n'y a pas de souci. Niort, on a eu l'impression, encore une fois, au moment du tirage au sort, que vous étiez déçus, comme pas mal de joueurs d'ailleurs. Enfin, vous avez été nombreux au SFC à afficher un petit peu une déception. Vous auriez vraiment préféré une équipe de Ligue 1? On aurait pu aller à Bergerac un mardi soir. On aurait pu aller aux Herbiers au fin fond de la Vendée un mardi soir. On reçoit une Ligue 2, on est abonné, donc il ne faut pas faire la fine bouche. Hein. C'est quand même des professionnels, c'est quand même une équipe qui a joué aussi en Ligue 1 il y a une vingtaine d'années. Donc il ne faut pas être déçu, c'est le tirage, c'est la chance. Quand on était avec le président de Lunéville, lui, s'il gagnait, il tirait Monaco, donc c'était le jackpot. Malheureusement, il a perdu contre Chambly, mais c'est le tirage, c'est la chance. Et puis on espère qu'au moins un jour, on sera récompensé et de tirer une Ligue 1. Parce que tirer une Ligue 1, pour nous, c'est le Saint Graal. Mais imaginez pour les joueurs, sachant qu'ils iront sans doute pas en finale, c'est aussi l'apothéose d'une carrière qu'ils pourront se remémorer toute leur vie. Janer, envie de jouer contre des pros? Bien évidemment, oui. Il faut préciser que Janer, il vient d'une carrière professionnelle. Il a eu peut-être davantage que pas mal de joueurs de notre effectif d'affronter des joueurs professionnels. Il l'a été lui-même. Il a notamment fait une très belle carrière en Allemagne, où il a joué dans de très sérieux clubs allemands. Et je crois que c'est le souhait pour tout le monde. Quand vous vous qualifiez dans ces tours de Coupe de France, je crois que chacun a envie un jour d'affronter les meilleures équipes. Je ne crois pas qu'on a le droit d'être déçu d'avoir... Un jour, oui, mais pas trop tôt. Si, parce qu'il faut quand même se dire une chose. En fait, on est en train de banaliser l'événement parce qu'on pense aujourd'hui que Sarreguemines peut battre les Chamois-Niortais ou doit battre les Chamois-Niortais. Il ne faut pas oublier une chose, ça reste une montagne pour nous. Ça reste réellement une montagne. Oui, mais Sarreguemines doit quand même battre Niort. Il doit les battre, mais je crois que c'est un réel exploit, c'est un réel miracle qu'on fait à chacun de ces tours parce que, comme on le dit souvent avec Sébastien, je crois que si vous les jouez 100 fois, vous allez les battre une fois. Vous allez perdre 99 fois. On a eu la chance de le faire. On a fait le travail, évidemment. On a fait énormément de choses. Mais il faut se dire que les Chamois-Niortais restent pour nous une très grande équipe à battre. Après, avoir un jour un Sarreguemines Monaco, Sarreguemines l'OM, Sarreguemines Paris Saint-Germain, évidemment que ce serait un rêve énorme. Mais je crois que la déception n'a duré que quelques minutes parce que j'étais il y a quelques jours dans les coulisses du FC Metz pour d'autres conversations. Et l'entraîneur du FC Metz me disait « Nous, on rêverait d'être encore à votre place ». Donc c'est vous dire que quand un club de Ligue 1 vous dit qu'ils aimeraient encore être en place en Coupe de France, nous on y est encore. Donc je crois qu'on ne peut pas faire la fine bouche à l'égard des Chamois-Niortais qu'on va prendre très très au sérieux. Ceci dit, on a en tout cas pris l'habitude que le SFC renvoie au vestiaire les équipes de Ligue 2. Et en Coupe de France, eh bien, une victoire, ça ne rime pas qu'avec gloire. Financièrement, à chaque passage de tour, c'est le jackpot, ça rapporte combien ? C'est pas le jackpot, hein. Tous les montants sont publics et sont affichés sur le site de la FFF. Donc, je vais vous trahir un secret que tout le monde connaît. Pour arriver là, la FFF va nous virer à peu près 82 500 €, sachant que pour vos auditeurs, pour vos téléspectateurs, cette somme ne doit pas être prise brute de pomme comme ça en disant
C'est beaucoup, c'est énorme. Sachant qu'il y a pas mal de frais autour d'un terrain, il y a la sécurité, il y a la police, il y a l'élocation des divers matériels, il y a pas mal de frais aussi. Et tout ça mis bout à bout, et si je rajoute la dette du club qui, grâce à l'épopée de l'année dernière, a pratiquement été épongée, et grâce à l'épopée de cette année va être épongée, c'est une somme que je qualifierais de correcte. Mais bon, ça reste pas une grosse somme dans le budget d'un club, même si c'est une part importante du gâteau. Par rapport à l'an dernier, parce que finalement, pour le moment, c'est un parcours similaire à l'an dernier. Vous avez tous les quatre l'expérience de l'an dernier. Par rapport aux différents axes de stratégie qu'on a abordés là dans cette émission, est-ce qu'il y a des choses que vous changez ou que vous voulez encore changer là d'ici le prochain match, ou c'était déjà bien l'an dernier et vous refaites tout pareil ? Sur ce sujet, je voudrais parler au nom de Sébastien Meyer, parce qu'il est quand même, en matière de stratégie sur le terrain, le premier concerné. Je crois que la grande différence par rapport à la saison précédente, c'est déjà de ne pas se déplacer. Vous savez, gagner un match à domicile contre Reims, c'est peut-être pas plus difficile que d'aller gagner un match à Granville. Aller gagner un match à Granville, loin de vous, avec des circonstances particulières, c'est très délicat. Ce 12e homme est énorme. Il faut absolument qu'on ait un maximum de supporters le jour de cette rencontre, parce que ça permet à ces joueurs de se transcender. Il faut savoir que la performance qu'ils ont eue sur ce match-là, c'est une performance qu'ils n'ont pas encore eue depuis le début de l'année. Donc évidemment, on a de très bons joueurs, mais ils ne sont pas capables de répéter un match comme celui-là toutes les semaines. Donc je crois que le 12e homme est réellement précieux, et la chose qui va changer essentiellement, c'est la présence de ce match à domicile, qui est vraiment énorme. Je voulais rebondir aussi sur quelque chose quand vous parliez de stratégie par rapport à Janer Metin et par rapport au groupe. Je crois que Sébastien Meyer est réellement un grand professionnel. Je voudrais défendre un peu sa façon de faire, parce que je crois que quand on élimine une Ligue 2, ça peut être un accident. Je crois que tout entraîneur peut avoir à un moment ou un autre un coup de chance, peut avoir quelque chose. Je crois que le chemin qu'a parcouru aujourd'hui Sébastien Meyer dans ce parcours ne laisse plus rien au hasard. Et je crois qu'il n'y a pas de chance là-dedans. Je crois qu'il y a un travail énorme et méticuleux. Je le vois à l'œuvre. C'est quelqu'un qui s'absente complètement de sa vie de tous les jours pour aller se concentrer sur son visionnage des vidéos et de tout ce qui est ce qui gravite autour de ses équipes adverses. Je crois qu'il laisse vraiment rien au hasard. La partie qu'il transmet aux joueurs est une petite partie, est un concentré de ce qu'il a travaillé, mais c'est des heures de visionnage, c'est des heures de réflexion, et je crois que ce qu'il vient leur mettre en place, c'est leur fonction à eux, mais cette stratégie qui pour eux leur paraît commune, puisqu'ils l'entendent tous les week-ends, cette analyse qui est faite est d'une énorme précision, et je crois qu'on a vraiment un stratège à Sarreguemines avec Sébastien Meyer qui vraiment est du niveau professionnel. Je crois pouvoir le dire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont quitté Sarreguemines et qui ont rejoint un monde professionnel. Je pense à Saïdi Daza, je pense à d'autres joueurs qui nous rendent des comptes et qui peuvent nous dire et qui peuvent en témoigner. Je crois que les méthodes de Sébastien Meyer appartiennent au monde professionnel. Quant à nous, pour rebondir sur la question, chaque match qui suit, on a une réunion de comité. Et on se dit si c'est à refaire. Et après, chacun s'exprime sur les points qu'il a aimés et qui ont été améliorés, et sur les points noirs. Donc il y a toujours quelques points noirs, sachant aussi que nous, à Sarreguemines, nous avons un public, je dirais, d'amateurs qui veut faire la fête quand on gagne. Et quand on arrive dans la cour des grands comme ça, on n'a plus le droit aux envahissements de terrain, on n'a plus le droit aux pétards. Enfin, bien sûr, les pétards sont interdits, mais à tous les débordements, à une armée de gens inconnus dans les vestiaires, et tout ça, ça fait aussi que on progresse aussi là-dessus, parce que c'est devenu très très professionnel, très carré, et puis c'est pas toujours pour nous Sarregueminois un monde qu'on connaît et qu'on partage. En 2 mots, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, la com, tout va bien, on reprend et on continue. La com va bien, ça va. Non, mais pour conclure sur l'aspect, on va dire, stratégique, pour reprendre votre terme, on est tous d'accord là-dessus. On a un stratège, Sébastien Meyer, on sait que le boulot sera fait. On a des joueurs dans lesquels on a 100% confiance, voire 200% confiance, et on sait qu'ils vont sortir le match le jour J. Ce que l'on cherche au niveau du club, que ce soit moi le communicant ou le président, le directeur sportif, c'est de trouver un vrai public les jours de match,
de coupe, parce que l'on remplit le stade, et de trouver également ces supporters-là qui vont accompagner l'équipe en championnat quand ça va peut-être un peu moins bien, quand on a besoin d'avoir ce petit coup de boost complémentaire. Et c'est là le réel travail. Alors ça fait 2 ans qu'on travaille dessus vraiment très dur, on n'est pas encore arrivé au bout, mais voilà, si on devait faire un dernier appel aujourd'hui à vos téléspectateurs, c'est venez nombreux, faites comme vous pouvez, mais venez au stade, venez nous encourager, les encourager, parce qu'ils en ont grandement besoin et que l'exploit, il n'est pas si loin que ça. Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été mes invités aujourd'hui. Je vous laisse retourner aux préparatifs, non pas du match, mais de la victoire. On est bien d'accord. Alors, nous ne pouvons malheureusement pas diffuser en intégralité et en direct le match, puisque c'est France Télévisions qui détient les droits pour la Coupe de France. Mais bien entendu, Mosaïque sera aussi au Stade de la Blise. Rendez-vous mardi 31 janvier pour écouter en direct le commentaire du match. Et puis, juste après la rencontre, le résumé en images avec les buts et les plus belles actions. Et puis nous vous montrerons bien sûr aussi les coulisses de cet événement. Très bonne journée à tous, à demain.